be the host? Thank you. I've just started the recording. Thank you. Yes, great. That's great. Right. That's great. I couldn't do it on my side. Thank you. All right. So with no further ado, let's start today with the introduction of our speaker of today, Edward Payne. Edward works as acquisitions in polymer science and nanotechnology. He's an editor for Elsevier, and he is responsible for the portfolio of books in the areas of polymer science and nanotechnologies within the materials science program. His job is to plan and develop the editorial strategy of his program, search for authors specialized in these areas who develop quality content, as well as to supervise the publication program of his portfolio. Edward started working for Elsevier in 2015 and lives and works in Oxford, England. Edward completed his university studies in French language and literature. So, Edward, I leave the floor to you. Thank you so much for being today with us presenting. It's all yours. Thank you, Edward. Thanks very much. Thank you. Bon, bonjour à tous et je vous remercie d'être ici avec vous. C'est vraiment un plaisir pour moi de présenter cela en français. C'est la première fois que je présente en français. C'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, je vais vous présenter les étapes à suivre pour publier un livre, le comment et le pourquoi. Et voici le programme aujourd'hui. Je ne vais pas mettre ma caméra tout le temps, mais juste pour dire bonjour et je vous laisse. Donc, voici le programme pour aujourd'hui. On va parler des tendances de la recherche dans la région africaine, brièvement. Et puis, je vais expliquer le rôle du livre et pourquoi c'est intéressant de publier un livre. Dans la deuxième partie, on parlera de la stratégie éditoriale et comment organiser un livre. On parlera du processus de publication en détail et on examinera quelques questions éthiques importantes ainsi que la transformation du contenu. Et finalement, nous allons voir une étude de cas et nous aurons quelques minutes à la fin, j'espère, pour répondre à vos questions. Donc, voici le programme, l'agenda d'aujourd'hui. Et voilà, sans attendre plus, on va commencer. On a déjà eu un sondage pour commencer. Je crois que Nathalie va m'aider avec ça. Voilà. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de participants dans le Zoom. C'est plus dans le broadcast en live par Internet, mais on a quelques-uns dans le Zoom qui peut voter pour savoir dans quel domaine vous travaillez. Très bien, Nathalie, merci. Et voilà, donc on a 50% de ceux qui sont ici dans le Zoom, dans sciences sociales et après sciences de la vie et autre chose aussi. Voilà les résultats. Bon. Alors, on avance. Donc, avant de parler des livres, on va dresser un bref état des lieux par rapport à la recherche dans cette région. On a 4 pays représentés ici, invités aujourd'hui. Donc, pour cette raison, je commence par au niveau continental. Je sais que c'est une approche assez générale qui ne suffit pas, mais pour le contexte aujourd'hui, avec 4 pays, on va représenter ça au niveau continental. Il faut dire ce qui est, le continent africain est toujours sous-représenté dans la recherche et les publications, dans nos livres aussi. Mais
cela ne cesse pas de croître. C'est vraiment très varié, les domaines qu'on voit ici, et en croissance toujours. On voit à gauche ici, avec le scholarly output, le nombre de publications, c'est en croissance permanente. Donc, c'est encourageant, voilà, et une grande variété de domaines. Et dans ce classement, on peut voir le top 15, disons, dans la région africaine. Et bien sûr, c'est seulement un classement par nombre de publications, donc sans se rendre compte d'autres critères. Mais c'est une bonne nouvelle. On voit une grande quantité de recherches publiées provenant de pays francophones. Ça peut être, voilà, la Tunisie qui pointe au 4e place, suivi par le Maroc et l'Algérie. Donc, un niveau de recherche publié assez constant entre ces 3 pays. Et le Sénégal qui pointe aussi à la 15e place. Donc, c'est très encourageant finalement que ces 4 pays sont dans ce top 15. Et la majorité en croissance aussi. Bien sûr, j'aimerais bien parler plus en détail de chaque pays représenté ici, parce que ça va être un contexte, une histoire très différente par rapport à la recherche et la situation dans voilà, le monde scientifique. Mais voilà, malheureusement, il faut avancer un peu parce que pour le moment, on est ici pour parler de livres. Pourquoi publier un livre? D'abord, il est important de comprendre les différences entre le contenu d'un article ou d'une revue et celui d'un livre. Et on peut voir une comparaison des caractéristiques différentes ici. Le livre à la droite offre une vision plus large d'un sujet avec un contenu de qualité sur des thèmes fondamentaux et aussi avancés, et aide au lecteur de découvrir les connaissances d'un expert et aussi de nouvelles pistes, de nouvelles méthodes, de nouveaux domaines de recherche. Donc le livre joue un rôle important par rapport à la connexion avec d'autres disciplines et d'autres sujets. Contrairement aux livres, les articles à gauche dans les revues offrent des connaissances plus spécialisées, une approche étroite sur un sujet assez spécifique et présentent les toutes dernières recherches, bien sûr. Par conséquent, les 2 catégories de contenu sont reliées et cette capacité d'utiliser tous les deux, toutes ces 2 catégories est un outil inestimable pour les chercheurs. Chez nous, il est très important de comprendre les besoins des chercheurs et de nos utilisateurs. Et notre travail avec les chercheurs, c'est-à-dire sondage, interview, les conversations, nous a démontré que la recherche interdisciplinaire est essentielle. De plus, on voit un niveau très élevé de co-usage entre les différents types de contenus, ce qui indique que les utilisateurs ont besoin d'un mélange de tout, les articles, les livres et tous les types de contenus ensemble. Pour cela, on a notre plateforme Science Direct qui offre cet accès très facile et intégré à tout ce contenu et qui aide au lecteur de découvrir le contenu le plus pertinent rapidement. Donc, il faut considérer ces aspects pour comprendre la situation, la position du livre dans ce écosystème de la recherche. Et il faut considérer aussi cette évolution. Le livre, ou ce qu'on appelle un livre, parce qu'on dit toujours un livre, voilà, mais ce concept s'est transformé beaucoup. Et nous avons toujours le livre comme concept principal, nous offrant bien sûr une version imprimée de chaque livre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les attentes et les besoins ont changé. Beaucoup de chercheurs ne vont que lire quelques chapitres, un chapitre, une partie d'un chapitre, un paragraphe, une étude de cas, une méthode, un graphique, une partie très petite de tout cela. Et j'imagine que vous le savez bien mieux que moi.
la technologie nous permet de faciliter cette utilisation plus flexible, plus dynamique. Donc ça, c'est important aussi. Donc ce schéma, un peu plus de contexte ici, non, de comment on se situe aujourd'hui. Donc ce schéma ou cette pyramide, disons, démontre les différents types de contenus et les relations entre eux. Nous publions beaucoup de types de contenus et formats différents. Voilà, c'est assez compliqué, hein. Et pour cela, c'est utile d'avoir clair ou de savoir bien les différences entre ces types de contenus. Donc, commençons avec le plus fondamental à la base. C'est l'encyclopédie, qui offre une introduction intégrale et compréhensive d'un domaine. Les nouveaux chercheurs et les étudiants utilisent une encyclopédie pour définir et comprendre des concepts fondamentaux dans un domaine. Et ce type de contenu reste pertinent pour longtemps et dure le plus longtemps de tous ces types de contenus. Au deuxième niveau, nous avons les textbooks ou manuels qui offrent un examen pédagogique ou didactique de concepts ou de méthodes d'un champ important. Au troisième niveau, on a les livres électroniques ou e-books dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est ce niveau-là dont on parle aujourd'hui, ce troisième niveau, disons, et qui comprennent deux parties. Premièrement, les recueils d'informations, on peut dire handbook en anglais, ou de données. Ça peut être recueil d'informations ou de données assez compréhensives et qui donnent des réponses rapides du quotidien. Deuxièmement, des livres un peu plus avancés et détails qui creusent un peu plus dans un sujet spécifique. Et finalement, pour les livres, on a les serials qui se publient régulièrement et se concentrent sur les développements et les méthodes récentes dans un domaine. Donc là, on a déjà 4 niveaux parmi, voilà, dans la catégorie de livres. Et là, on se situe aujourd'hui dans cette catégorie ou sous-catégorie des e-books, ou on peut dire aussi monographes. Et au sommet de cette pyramide, bien sûr, il y a des revues qui résument les articles ou présentent de la recherche primaire. Donc, cela pour nous situer un peu par rapport à la session aujourd'hui. Il faut souligner que les livres de Elsevier ont le meilleur impact relatif des citations parmi les maisons d'édition principales sur Scopus. Et c'est une bonne chiffre ici, mais avec tout ce contenu disponible, comment les lecteurs vont trouver mon livre, votre livre? Un facteur clé, c'est la découverte et la visibilité. On dit discoverability en anglais. Donc, cette découverte et visibilité, c'est capital, non, pour notre stratégie, pour augmenter cette capacité et pour augmenter finalement le marché de chaque livre. Donc, un exemple important ici, les pages thématiques. Et on voit un exemple dans cette diapositive. Donc, les pages thématiques offrent une collection compréhensive de données et d'informations, de divers types de contenus aussi. Et ici, les chercheurs peuvent acquérir une connaissance contextuelle et se familiariser avec un concept inconnu. De plus, c'est vraiment un outil pour la découverte de plus de matériel de lecture, de sources fiables au sujet de ce thème spécifique. Et ces pages sont très visibles dans les moteurs de recherche, peut-être le plus important. Donc, pour conclure cette partie, grâce à la technologie et le machine learning, l'apprentissage machine, avec les livres, maintenant, on voit une utilisation plus large, avec plus de précision, un accès rapide, interactif, dynamique. Et tout ça pour dire, voilà, ce sont des choses qu'il faut avoir dans la tête. Il faut penser à tout ce contexte, avant de lancer un projet de livre. Parce que voilà, c'est dans ce monde qu'on est en train de publier les livres. Bon, on va parler de la stratégie éditoriale
chez nous. Et ici, on voit des dernières collections de livres cette année par domaine général sur Science Direct. Science Direct, ce n'est pas le seul plateforme que nous avons, mais aujourd'hui, pour les e-books dont on parle, c'est la plateforme principale pour ce contenu. Et on voit ici les dernières collections de livres cette année par domaine général. Cela correspond très bien, bien sûr, au domaine de recherche qu'on voit dans vos pays. Par rapport à notre stratégie éditoriale, nous avons des équipes travaillant sur les programmes de livres plus spécifiques dans chacun de ces domaines plus grands. Donc, dans mon cas, je travaille dans une équipe qui travaille dans toutes les sciences des matériaux et aussi, donc en fait, c'est un domaine assez général et moi, je travaille dans une partie très spécifique de ce domaine des matériaux. Ce graphique fournit un résumé de notre stratégie éditoriale et ça se déroule comme ça pour chaque discipline. Nous commençons avec les données de plusieurs sources, de plusieurs outils que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire Scopus, SciVal, Science Direct. Vous connaissez quelques-uns de ces outils déjà. Et sur l'activité, l'analyse, les données, et l'analyse, ça se fait sur l'activité dans les revues, l'impact de certaines publications, la croissance, les auteurs, les institutions, la collaboration, les fonds de recherche, les tendances dans l'utilisation de notre contenu. Et nous suivrons attentivement les actualités et les nouvelles innovations. Dans la deuxième étape, nous utilisons ces données pour identifier les domaines de croissance rapide, la corrélation avec les revues, et les besoins ou les opportunités où il manque du contenu. Ça, c'est très important. Hein. Identifier un manque, un besoin, ça, c'est toujours important. Donc, tout cela nous aide à créer notre plan stratégique qui se renouvelle chaque année et nous permet de nous concentrer sur les thèmes et les auteurs les plus adaptés avec un programme de livres bien conçu et réussi comme résultat final, en théorie. Et comme on l'a déjà dit, il est important que nous écoutions les opinions de nos clients pour comprendre le besoin. Nous avons un programme formel d'entretien, interview, qui s'appelle La Voix de l'utilisateur. Et dans ce cadre, nous entrons en contact avec approximativement 200 personnes chaque année. Et chaque éditeur des acquisitions tient une conversation continuelle avec un groupe de clients. Ça peut être chercheurs, scientifiques, ingénieurs, d'autres experts qui travaillent dans son domaine d'acquisition. Ces informations sont précieuses pour nous et elles nous permettent de comprendre beaucoup mieux le travail, les priorités et comment améliorer notre propre stratégie. Cette diapositive résume les points les plus importants qui sortent de ces relations directes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de surprises ici. Vous savez, vous allez connaître déjà ces challenges, non, ces problèmes. Donc, l'interdisciplinarité, c'est la nouvelle norme. C'est important de la soutenir, de la faciliter à travers de nos livres. Les éléments visuels sont essentiels. Les figures, les illustrations, les graphiques, les photos, les tableaux, tous ces éléments. Nous avons appris que les utilisateurs ont besoin de réponses rapides, faciles à comprendre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Il existe trop d'informations. Et voilà, déjà, j'en suis très reconnaissant que vous êtes avec nous aujourd'hui pour une heure, qui déjà, c'est pas facile, avec beaucoup de un excès d'informations et de nécessités dans le travail. La fiabilité est fondamentale aussi. Il faut que le contenu soit juste, précis et de source fiable. Et finalement, la reproductibilité, c'est-à-dire que le contenu explique et montre très clairement le processus ou la méthode. Donc, vous montrez au lecteur comment le faire, comment le reproduire. Donc, voici les conclusions principales de cet exercice jusqu'à aujourd'hui et qui nous aident finalement à développer notre stratégie. Bon, pourquoi insistons sur ces éléments ici dans cette présentation? Pourquoi? Bon,
parce que ce sont quelques éléments qui pourraient aussi vous servir en tant qu'auteur ou éditeur d'un livre pour préparer un projet de livre en continu réussi. Pourquoi écrire un livre? Nous avons réalisé un sondage et des entretiens avec nos auteurs pour identifier leurs raisons. Et voici les bénéfices principaux soulignés par les auteurs. Un intérêt, une passion pour un sujet pour contribuer quelque chose de plus ou d'une manière différente au domaine. Ça peut aider également à se tenir au courant dans votre discipline. Deuxièmement, il y a un besoin du marché. Nous avons déjà parlé de ça. Vous avez identifié un manque dans la littérature. Un livre peut aider. Le prestige, être reconnu comme leader ou expert dans un domaine. Parce que finalement, nos livres ont une audience très large, mondiale. Et surtout avec Science Direct, ils pourraient aussi être indexés. Et voilà, cette activité aussi peut contribuer à votre indexage. Donc, il faut dire qu'il y a, il y a certainement un prestige aussi. Voilà, quatrième dans ce liste, un désir d'éduquer, de partager de nouvelles méthodes ou connaissances avec la prochaine génération. Il y a une cinquième raison qu'on ne voit pas ici. Il s'agit de l'héritage, si vous voulez bien. Un désir de laisser quelque chose d'important comme marque de vos connaissances ou de vos réussites. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Et voilà, on va voir quelques règles fondamentales par rapport au rôle d'éditeur ou auteur d'un livre. C'est la personne qui va mener le projet finalement. Parce que les deux sont tout à fait possibles, mais impliquent de responsabilités, voilà, des responsabilités assez différentes. Déjà, il faut dire que ces éditeurs et auteurs sont en général des experts respectés dans le domaine de recherche, dans leur communauté, sont capables d'identifier un besoin ou une opportunité. Ils ont la responsabilité de planifier le contenu, les objectifs et la portée du livre. Ils reçoivent le soutien de notre personnel éditorial pour développer le livre et pour produire un livre de haute qualité. Ils reçoivent aussi des royalties, bien sûr, sur les ventes du livre. Mais il est essentiel de savoir la différence entre un éditeur d'un livre et un auteur d'un livre. Dans le cas d'un livre édité, donc premièrement, on va parler d'un livre avec un éditeur. L'éditeur conçoit la table des matières et c'est elle ou lui qui va identifier et inviter d'autres personnes qui pourraient écrire les chapitres. Bien sûr, cela peut être un éditeur ou également une équipe de 2, 3, 4 éditeurs travaillant ensemble et partageant les tâches. L'éditeur travaille avec les auteurs des chapitres et complète une révision scientifique de tout le contenu. Ceci peut représenter une bonne opportunité pour inviter des auteurs ayant des connaissances spécifiques provenant de beaucoup de régions différentes. Cela peut être très bénéfique aussi pour le livre. Et c'est aussi une opportunité pour pour l'éditeur d'entrer en contact avec d'autres experts et développer son propre réseau. Et dans ce cas d'un livre avec des éditeurs et des auteurs des chapitres, le travail d'écriture et de préparation du manuscrit peut durer entre 12 et 18 mois. L'autre option, c'est d'être auteur principal d'un livre, ce qui signifie que l'auteur ou une équipe de 2 ou 3 auteurs planifient et écrivent tout le livre, plus de 100 000 mots dans un délai d'1 an. L'auteur donne des explications détaillées et avec les références bien citées de la science, comment l'appliquer, et bien sûr dans ce rôle d'auteur principal d'un livre, il faut être expert avec une grande connaissance sur le sujet. J'ai dit 1 an, bon, ça peut durer plus ou moins 1 an. Enfin, on est très flexible parce que ça dépend des autres, des engagements de l'auteur, et nous comprendrons que beaucoup de nos auteurs jonglent avec beaucoup de différentes choses en même temps. Dans mon programme, la majorité des livres sont des livres édités
avec éditeurs, mais je travaille aussi avec des auteurs. Hein. Ça varie selon le domaine, le type de livre. Il n'y a pas de préférence concrète ni réponse correcte, disons, mais il y a ces deux options que je viens d'expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est le profil idéal d'un auteur ou éditeur? Bon, peut-être on pourrait dire qu'elle ou il va posséder quelques-uns de ces éléments. On voit ici publication de haute qualité, réputation ou standing dans le domaine, connaissance étendue ou approfondie, un réseau établi, une participation dans les sociétés scientifiques ou dans une communauté éditoriale d'une revue. Mais c'est un concept très flexible. Cela dépend de beaucoup de facteurs. Et comme on l'a déjà dit, beaucoup de nos livres fonctionnent avec une équipe de 2, 3, 4 auteurs ou éditeurs. Donc, cette équipe peut offrir une combinaison de ces éléments, souvent avec un mélange des niveaux d'expérience aussi. Donc, finalement, il y a beaucoup de possibilités. C'est pas voilà, une activité très exclusive à quelques personnes. Ça peut être voilà, très intéressant pour beaucoup de monde. Un autre élément qui est très important pour nous, c'est l'inclusion et la diversité. Voilà, nous sommes tous conscients de ces aspects, mais c'est vrai qu'Elsevier, en tant que maison d'édition, peut avoir un impact très positif en ce qui concerne l'amélioration de la diversité, de l'inclusion dans la recherche et plus précisément dans nos publications. Et pour cela, nous avons un comité avec divers objectifs. C'est de travailler avec les chefs de file ou enfin, dirigeants de la recherche, les organismes de financement, les établissements d'enseignement pour promouvoir l'égalité, pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de l'inclusion, pour aider les générations futures. Et c'est aussi de travailler avec les chercheurs, les universitaires et les éditeurs directement pour améliorer la diversité dans notre contenu. Donc, ces activités sont très importantes pour nous aussi. Et par exemple, je co-dirige un groupe de travail sur la diversité des genres parmi nos auteurs et éditeurs. C'est un thème difficile et compliqué, mais très important et intéressant. Bon, avant de parler du cycle de publication, nous allons faire notre deuxième sondage. C'est à vous, Natalia. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est la question, est-ce que vous avez déjà publié un livre? Et ça peut être la deuxième option, c'est comme voilà, vous avez contribué en tant qu'auteur d'un chapitre peut-être. Yeah, half of the participants have voted. Oui, très bien, très bien. Ça suffit. Merci beaucoup. Donc, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas publié, n'ont pas écrit, jamais quelque chose pour un livre. Voilà, je vais vous dire que finalement, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des opportunités que voilà, les 9 personnes ici qui n'ont pas contribué à un livre, voilà. J'espère que vous allez avoir l'occasion dans les semaines, les mois à venir. Donc, ce cycle de publication, sur cette diapositive, on voit tout le cycle. Donc, on commence
tout en haut du diagramme et c'est avec l'éditeur. Et dans ce cas, c'est-à-dire l'éditeur des acquisitions d'Elsevier, c'est-à-dire moi ou mes collègues, qui sollicitent des propositions de livres selon la stratégie de son programme. Et nous avons déjà vu comment ça se déroule, notre stratégie derrière tout ça. Alors, moi, je vais contacter directement des chercheurs, des ingénieurs, d'autres experts pour écrire un livre. Il faut ajouter que nous recevons beaucoup de propositions de livres non sollicitées directement de l'auteur. L'auteur a eu une idée, je ne sais pas, ça arrive très souvent, donc il n'y a pas de problème. Puis, nous travaillons ensemble pour affiner la proposition. Nous envoyons la proposition finale pour la révision ou l'examen par pair, par expert externe, puis un processus interne d'approbation du projet. Et si tout va bien, on peut offrir un contrat pour le projet. La deuxième partie alors de ce cycle à la gauche se déroule après le contrat et cette formalisation du projet. Donc, l'auteur travaille dans l'écriture du manuscrit, puis il y a l'étape de production chez nous et finalement la publication. Donc, on va voir ces étapes avec un peu plus de détails dans les diapositives suivantes. Alors, on commence le processus avec cette proposition de livre. Quand je reçois une proposition, je vais travailler avec l'auteur ou l'éditeur pour la développer encore plus, si nécessaire. On ne sait pas. Parfois, c'est déjà une proposition parfaite. Parfois, il y a des choses que moi, je peux ajouter en tant que professionnel de la maison d'édition. Et on a la révision par des experts externes et j'organise cela pour chaque projet. Et puis, je partage les commentaires les plus importants avec l'auteur qui peut répondre aux questions ou intégrer quelques suggestions, quelques recommandations. Cette étape est très importante pour nous, mais aussi pour l'auteur. Nous rassemblons beaucoup d'informations utiles sur le marché, l'audience, les besoins et l'organisation du contenu. Et moi, comme éditeur des acquisitions, j'organise et je dirige ce processus pour suivre les besoins stratégiques et pour finalement positionner le livre, votre livre, de la meilleure façon possible. Donc, si la réponse des experts est largement positive, bien sûr, on peut avancer à l'étape suivante, c'est-à-dire notre processus interne. Et je vais présenter la proposition à mes collègues et à mes supérieurs pour recevoir l'approbation formelle du projet. Et je peux offrir un contrat à la fin. Cette proposition de livre, qu'est-ce que c'est? Parce que tout commence avec ça, cette proposition de livre. Elle consiste en plusieurs éléments. Voici les éléments les plus importants. Il y a le titre, le sujet et le besoin du marché. Donc, nous avons besoin d'un sujet qui est assez large pour être un livre, mais pas trop spécifique, parce que dans ce cas, il n'y aura pas de lecteur. Ça doit être un sujet, bien sûr, qui est pertinent, qui est intéressant pour nous et qui correspond à un besoin du marché. Ça, c'est clair. Dans le titre du livre, on cherche quelque chose d'assez précis, un titre précis qui donne des informations spécifiques sur le sujet du livre et l'approche aussi. Deuxièmement, on a le profil de l'éditeur, l'auteur. Et ça peut être le CV, ça peut être une biographie plus spécifique, ça c'est mieux, pour démontrer l'expérience de l'auteur et pourquoi, et pour finalement expliquer pourquoi c'est la bonne personne pour faire ce projet. On a l'audience, le public visé. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que, enfin, il faut penser à l'audience dès le début pour penser ce qui ça va être et pourquoi ils ont besoin du livre, pour avoir une idée claire pendant l'écriture finalement. Donc, une idée assez forte ou assez concrète de l'audience est importante. Et la concurrence, quatrième, ici, c'est important de savoir aussi où se situe le livre dans le contexte des publications déjà existantes. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la concurrence dans les livres déjà publiés? Et finalement, le table des matières, le plan pour le contenu, ça c'est très important aussi. Enfin,
tout ici est très important. Cette idée claire de comment on va planifier le contenu, comment ça va se structurer et comment ça va marcher. Donc, avec plus de détails, c'est mieux parce qu'on peut savoir exactement comment va être la structure de chaque chapitre. Mais bien sûr, les choses peuvent changer plus tard. Mais au début, il faut avoir ce plan assez concret des sujets et du plan pour le contenu. Et dans le cas d'un livre avec éditeur, bon, on va aussi peut-être demander à l'éditeur de suggérer quelques personnes qui pourraient contribuer en tant qu'auteur de chapitre, même si ce n'est pas confirmé à ce stade, c'est seulement des recommandations. Voici le formulaire, enfin le document qu'on utilise pour préparer une proposition de livre. Donc on voit bien, voilà, déjà ces parties que j'ai expliquées un peu. Donc le titre, le profil de l'éditeur, de l'auteur, une description de l'approche du livre, les objectifs les plus importants, key features, peut-être les objectifs les plus importants et pourquoi ça aide le lecteur, quel rôle ça va jouer pour le lecteur, l'audience, le public visé, la concurrence et les spécifications, voilà, ça peut être combien de pages, les choses comme ça. Et voilà, quels autres éléments allez-vous utiliser comme, je ne sais pas, photos ou tableaux, données, autres spécifications, voilà. Et puis, deuxième partie de cette proposition de livre ou ce document, on a la table de matière, le plan, et voilà, vous pouvez voir, on préfère avoir plus de détails sur les titres des chapitres, mais aussi peut-être les sujets à suivre dans chaque chapitre pour voir clair comment ça va s'organiser. Il y a aussi une section sur la structure du chapitre pour voir encore une fois quelle sorte d'éléments on va inclure dans chaque chapitre. Ça peut être des définitions, des méthodes, des études de cas, des applications, des choses comme ça. Donc ça, c'est le formulaire pour le concept principal d'une proposition de livre. Comment l'envoyer, cette proposition de livre? Sur notre site, on peut consulter une liste, une description générale des disciplines dans lesquelles nous travaillons. On peut télécharger ce formulaire de proposition de livre et on peut aussi envoyer ce formulaire ou entrer en contact avec quelqu'un de notre maison éditoriale en utilisant cet email que vous voyez ici. Et je crois qu'on va partager ça plus tard aussi. Mais c'est visible sur ce site elsevier.com sur la page pour les auteurs de livres. On a cet email pour trouver votre éditeur des acquisitions parce que là, c'est très important peut-être de dire que voilà, oui, c'est pas un problème. Les propositions de livres non sollicités, mais aussi, c'est toujours mieux de discuter voilà, tout au début avec un éditeur des acquisitions qui savent déjà ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on cherche au niveau de la maison éditoriale et qui peuvent vous aider un peu pour diriger ça et pour trouver le meilleur marché et pour pour correspondre à ce besoin du marché le mieux possible. Donc, après l'approbation du projet, on peut offrir un contrat. Ça, c'est un moment qui est essentiel, bien sûr, d'avoir ce projet, d'avoir ce contrat en place avant l'écriture normalement. Donc, le contrat comprendra des délais précis pour la rédaction et la réception du manuscrit final. Et on a dit, on est très flexible, mais on se met d'accord
dès le début sur ce calendrier à respecter pour planifier tout au niveau marketing, publication, production du livre. Normalement, Elsevier possède les droits d'auteur de livre, mais il y a les normes de réutilisation du contenu clairement déterminées dans chaque contrat. Et le contrat énumère les royalties de l'auteur ou l'éditeur. Et ce sont les royalties sur les versions électroniques et imprimées, les exemplaires gratuits et d'autres bénéfices. Puis, il y a la rédaction du manuscrit, l'écriture. Et pendant cette phase, un assistant éditorial est assigné au projet. L'auteur ou l'éditeur reçoit des guidelines, des documents détaillés pour vous aider de préparer le contenu. La date limite est déjà fixée. Le plan du livre aussi, cette table matière, ce plan détaillé est déjà préparé et ça peut changer un peu, mais normalement, voilà, on regarde ça pour l'avoir bien préparé au début. Et les auteurs écrivent en utilisant notre plateforme Elsa, c'est une nouveauté aussi chez nous. Et en général, les éléments du manuscrit, ben voilà, il y a le texte, c'est clair. Mais comme on l'a vu, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Si c'est un livre avec éditeur, il y a une liste finale des auteurs, des chapitres et leurs affiliations. Il y a les équations, les tableaux, les références, les mots-clés et résumés pour chaque chapitre. Ça, c'est très utile pour l'accessibilité au contenu. Dans les moteurs de recherche, dans Science Direct aussi. Il y a les illustrations et d'autres choses optionnelles comme préface, prologue, glossaire, appendice. La production, un responsable de production dédié au projet supervisera le processus de production, l'édition et la correction, la composition, la révision des épreuves, l'indexation et l'impression. Et la durée du processus entier de production est généralement de 3 à 6 mois. Elle dépend du longueur et du complexité du manuscrit. Les livres sont publiés en Science Direct, mais aussi vendus comme livre individuel, en version électronique ou imprimée, voilà, version traditionnelle. Et on a l'impression à la demande, c'est-à-dire que les exemplaires sont imprimés grâce à la technologie numérique selon les ventes précises. Donc, on n'a pas beaucoup de stock. Enfin, on n'a pas de stock finalement. C'est assez automatique. Il y a le marketing aussi pour l'auteur d'un livre. Donc, on a un programme de marketing cyclique. Il y a des mises à jour au cours du processus de publication, des revues et prix et un bulletin trimestriel. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a notre propre blog avec beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux dans les communautés, assez impliqués dans les communautés, dans des domaines spécifiques. Et on a un soutien pour certains événements lors d'importantes rencontres scientifiques, conférences et la création d'autres matériels promotionnels. L'essentiel est l'optimisation des bases de données et l'indexation, les résumés pour faciliter les recherches, pour les moteurs de recherche, pour augmenter cette visibilité et les possibilités de découvrir ce contenu. C'est ce concept qui est très important pour nous, qui était au centre de notre approche au marketing. C'est la technologie, finalement. Donc, on va passer assez rapidement par les questions éthiques. Et je vais signaler qu'il y a des modules dédiés aux questions éthiques sur ce site, Researcher Academy, qui est sur le site d'Elsevier, où il y a des modules, des modules qu'on voit ici sur certaines questions importantes. Par rapport aux responsabilités de l'auteur ou de l'éditeur, voilà, il y a des choses fondamentales, non, pour suivre pendant le développement d'un livre. Utiliser des informations vérifiées, fiables, obtenir la permission pour réutiliser le contenu d'un tiers, citer correctement, déclarer les situations de conflit d'intérêts, éviter la duplication,
Et il faut aussi souligner qu'un chapitre ou livre ne peut qu'être publié par une maison éditoriale. Et même si une proposition de livre peut être envoyée à plusieurs personnes, vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes de différentes maisons d'édition. C'est mieux de nous notifier à tous au moment de l'envoyer pour qu'on sache. Et voilà, qu'est-ce que c'est le plagiat? Voilà, le plagiat peut prendre de différentes formes. C'est un thème assez compliqué. On va juste parler très rapidement de ça. Mais il faut se rendre compte de ça. C'est un thème, ouais, c'est un thème compliqué, mais il y a des règles à suivre. Il faut toujours présenter le travail de quelqu'un comme, voilà, il faut pas présenter le travail de quelqu'un comme étant le nôtre, clairement, de quelqu'un d'autre. Voilà, copier des phrases ou des paragraphes entiers sans mentionner les sources, c'est aussi une sorte de plagiat. Et aussi annoncer les résultats de recherche réalisés par quelqu'un d'autre. Donc, ce sont des choses à éviter. Il faut toujours citer vos sources et faire une demande en cas de réutilisation de contenu tiers. Et voilà, heureusement, on peut vous aider dans ce sens parce qu'on a un département qui travaille dans les permissions et on peut vous aider. La transformation de contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on a une nouvelle plateforme de création de contenu en ligne qui est voilà, simple d'utilisation pour nos auteurs, pour nos collaborateurs et pour le personnel d'Elsevier aussi. C'est quoi l'objectif de cette plateforme? Bah, c'est de voir le contenu d'une manière dynamique, comme on a vu, non? Avec beaucoup d'éléments différents qu'on peut diviser. En partie assez spécifique parce que on va seulement peut-être utiliser un graphique, une diagramme, un paragraphe, je ne sais pas. Donc, cette idée de prendre le contenu dans cette manière dynamique et aussi la technologie. Cette plateforme nous aide à créer la visibilité de notre contenu avec un tagging, c'est-à-dire à mettre des mots-clés sur le très précis sur le contenu et mettre ça dans tout ce système technologique pour aider la visibilité du contenu. Et cette plateforme est une partie essentielle de ce travail. Donc là, on a déjà vu que c'est un contenu modulaire, structuré, détectable, visible dans le sens d'Internet et un format pouvant être traité par des moyens informatiques, comme on a déjà expliqué. Donc ça, voici un résumé de quelques thèmes importants que nous avons vus pendant cette session. Il y a le contenu fondamental, les connaissances des experts, la recherche interdisciplinaire, le co-usage, les données, la transformation, le prestige, le besoin du marché ou du domaine, le machine learning ou l'intelligence artificielle. Tout ça, voilà, ce sont beaucoup de thèmes, mais finalement, il faut l'avoir en tête en tant qu'auteur ou éditeur. Tout cet écosystème de livres qui est très intéressant, très enrichissant. Voilà, on va faire un dernier sondage, non? All right, thanks, Edward. Is that the end of it? Sorry, I don't understand French. one more poll, but we can go straight to questions if you want. Beg your pardon. Oh, Bon, excellent. voilà, un dernier sondage. The poll, yes, Edward. Merci beaucoup. Donc, voilà, on a discuté un peu de tout ça. Il y a beaucoup de thèmes compliqués, bien sûr, mais là, on va faire un dernier sondage pour voir comment vous sentez-vous par rapport à cette possibilité d'être l'éditeur ou l'auteur d'un livre.
Okay, we have half of the voters. Très bien. Merci Natalia. Donc, oui, pas de problème. Il n'y a personne qui veut commencer demain. C'est peut-être mieux parce qu'il faut planifier ces choses, c'est bien. Donc, mais certaines personnes qui disent, voilà, qui veulent faire un livre à l'avenir, ça me réjouit, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que ça va être un projet intéressant pour vous. Et aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à cette possibilité de collaborer en tant qu'auteur d'un chapitre. Il y a d'autres possibilités aussi, reviseur, conseiller. Et j'espère que vous pouvez entrer en contact avec nous, avec moi, avec un de mes collègues pour parler plus des livres et de cette collaboration. Bon, finalement, merci beaucoup et on va passer à quelques questions rapidement. Questions and answers. Okay, great. Edward, Thank you so much. Edward. Natalia, I don't know if you want to take this or if you're going to your next appointment, but Edward, that was great. Yes. I just love the French. It's fantastic. I wish I could understand it. Thank you. It was amazing. Yes, I have to leave. I leave it to you, Dino. Please. Thank you. Thank you so much. Edward, I know that your time is very valuable and you have to go to your next meeting now. Very happy. So very quickly, I just wanted to ask you, just for everybody listening, and maybe you could repeat it in French, is just what is the cost of publishing an ebook and are there royalties involved? Yeah, good question. Yeah, so the short answer, I'll say first in English, the short answer is no, that there's no cost. You receive a royalty and we cover the aspects like production. So pour dire ça en français, la question c'était s'il y a des coûts par rapport à la participation dans un livre. Et la réponse, c'est pour vous, il n'y a pas de coût. C'est que vous allez recevoir un royalty dans le contrat, un pourcentage sur les ventes, et vous allez recevoir ça, bien sûr, après la publication. Mais par rapport à, pendant le développement du livre, non, il n'y a pas de coût. Nous, nous occupons de, nous contrôlons tout. Enfin, c'est très bien, la production, c'est chez nous. Toute cette activité, le soutien, c'est chez nous. Il n'y a pas de coût. Excellent. And if they wanted to contact you, if any of the listeners wanted to contact you for assistance with publishing, could they do that? Yes. So I'll put should I put my email address in the chat? Yes, please. And then just say that in French, and then I know you've got to get to your next meeting. No, it's fine. Donc, je vais mettre mon email dans le chat et bien sûr, je suis disponible. Si vous me contactez, ça me fait plaisir. Voilà. Excellent. Great. So Edward, thank you so much. That was lovely listening to you, and we look forward to seeing you again in the future. I'm sure that everybody listening got some very good information out of that. It's our first webinar we've done in North Africa in French, so I'm very happy with it. So thank you so much again, and good luck with your next appointment. Thank you for everybody who joined today. Thanks. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à tous les participants. C'est vraiment un plaisir de parler avec vous. Merci. Thank you. Thank you very much, Edward. Thank you, everybody, for being here. We hope to see you very soon. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye.